Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Situation de la liberté de la presse au Maroc. Le Parlement marocain dénonce une ingérence des députés européens suite à la résolution pointant une détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Invité politique ce soir, Mike Joktan, président du parti Gabon Nouveau. Il est également candidat à la prochaine élection présidentielle gabonaise. Mike Joktan répondra à nos questions sur cette présidentielle 2023 et sa candidature. Les réactions après l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun, entre émotion et colère dans le monde du journalisme. Martinez Zogo, journaliste mort dans des circonstances troubles. Le directeur général de la radio privée Amplitude FM travaillait notamment sur des enquêtes de corruption et de détournement de fonds présumés par des personnalités de premier plan. Actualité très politique ce soir. Au Sénégal d'abord, où l'ancienne première ministre Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des élections législatives de juillet dernier, avant de prendre ses distances avec le chef de l'État Macky Sall et son parti, est officiellement déchu de son poste de parlementaire à la suite d'une initiative du camp présidentiel. Décision actée lors d'un vote du bureau de l'Assemblée nationale. 10 de ses membres ont voté en faveur de cette déchéance contre 7. Longtemps proche du président de la République, tête de liste de la majorité pour les législatives de juillet, Aminata Touré avait pris la décision de quitter le groupe Benno Bokk Yakaar en septembre 2022 pour devenir députée non inscrite. Depuis, elle dénonce une éventuelle candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024. Alors, suite à son éviction de l'Assemblée nationale, elle a réagi. Aminata Touré se dit déterminée à poursuivre son combat pour la démocratie et contre une tentative de troisième mandat. Le Parlement du Maroc dénonce des accusations fallacieuses des députés européens et une ingérence dans les affaires du Royaume. C'est le positionnement des autorités marocaines concernant une résolution du Parlement européen qui pointe une détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Les eurodéputés ont mis notamment en lumière le cas d'Omar Radi, un journaliste indépendant critique envers le pouvoir, condamné à 6 ans de prison ferme pour viol et espionnage, des accusations qu'il nie. Séverin Douqueux revient sur cette crise diplomatique entre le Maroc et le Parlement européen. Les parlementaires marocains ont décidé lundi 23 janvier 2023 de reconsidérer les relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale en réponse à une résolution du Parlement européen au sujet de la situation de la liberté de la presse dans le royaume chérifien. Réunis en séance plénière à Rabat, ils ont unanimement rejeté les accusations fallacieuses des députés européens et celles qu'ils qualifient d'attaques inacceptables contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume. Nous refusons donc ces tentatives qui sont autant d'ingérence dans les affaires intérieures du Maroc, y compris de son système judiciaire qui est caractérisé par son indépendance et son impartialité en instrumentalisant la Charte des droits de l'homme à partir d'allégations non fondées et fallacieuses. À l'origine de la brouille entre les deux parties, la condamnation du journaliste indépendant de 36 ans, Omar Radi, à 6 ans d'emprisonnement ferme pour viol et espionnage par la justice marocaine, fait n'ayant aucun lien avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression d'après le Maroc. La résolution des eurodéputés demande aux autorités marocaines de le remettre immédiatement en liberté provisoire et à mettre un terme au harcèlement de tous les journalistes, de leurs avocats et de leurs familles. Décision contre laquelle l'aucun marocain proteste, dénonçant vigoureusement des tentatives hostiles de porter atteinte aux intérêts du Maroc et de ternir l'image du royaume et franchissant par là la ligne rouge inadmissible de ses prérogatives et attributions. J'ai le plaisir de prendre la parole au nom du PAM pour exprimer notre position et notre refus catégorique de la position du Parlement européen. Cette décision systématique dans nos affaires et cette tentative d'influence sur le système judiciaire.
Le Maroc se dit fermement attaché aux droits de l'homme tels qu'ils sont internationalement reconnus et met en avant la crédibilité de ses institutions et mécanismes indépendants dédiés aux droits de l'homme. Le Maroc et l'Union européenne sont liés depuis 1996 par un accord d'association qui couvre d'étroites relations économiques et commerciales, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Le Gabon organise cette année ses élections générales, présidentielles, législatives, locales et sénatoriales. Pour en parler avec nous ce soir, l'un des candidats à l'élection présidentielle déjà déclaré, Mike Joktan, qui préside également le parti Gabon Nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, les élections générales approchent à grands pas. Vous êtes candidat pour l'élection présidentielle. Alors, on revient quelques mois en arrière. Fin novembre de l'année dernière, plusieurs grandes formations d'opposition semblaient avoir répondu favorablement à l'appel à l'unité lancé par le parti Union nationale. Vous, quel est votre positionnement par rapport à une éventuelle candidature unique, en tout cas interne à l'opposition? Quel est votre positionnement? Écoutez, c'est clair pour moi qu'il y a nécessité à organiser le rassemblement le plus large. Maintenant, ce rassemblement, il doit se faire de façon intelligente. Déjà, il doit se faire autour d'un projet, parce que chasser les bongos du pouvoir, ce n'est pas un projet politique. On doit se mettre d'accord sur le type de Gabon, effectivement, que nous voulons produire, que nous voulons emmener à l'existence. Donc voilà. Mais de façon générale, je suis favorable au rassemblement le plus large. Et le Gabon Nouveau est participant dans la plateforme Alternance 2023. Donc s'il y a l'opposition qui se fixe autour de cette question d'aller vers une candidature unique, vous y prenez complètement part? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, mais je dis que le Gabon Nouveau est signataire du pacte de confiance d'Alternance 2023. D'ailleurs, il faut savoir que cette plateforme, pour l'instant, n'a pas pour objectif de désigner une candidature unique, mais de préparer les conditions de la transparence électorale, veiller à ce que le processus soit crédible, que le processus soit crédible tout simplement. Alors on va y revenir dans quelques instants, mais quand même, cette question de l'éventualité d'une candidature unique, est-ce que c'est finalement l'option la plus, disons, qui apporterait un peu plus de chance à l'opposition de pouvoir faire barrage au candidat du pouvoir lors de l'élection à venir? En tout cas, c'est l'avis de ceux qui observent la vie politique gabonaise de l'extérieur. C'est aussi l'avis de beaucoup de Gabonais. Maintenant, les leaders politiques que nous sommes, nous devons discuter, effectivement, pour vérifier que c'est... Et vous, quel est votre avis à vous? Que c'est la bonne stratégie. Moi, je suis favorable au rassemblement le plus large, autour, bien sûr, d'une candidature, mais pas à tous les prix. Et naturellement, on doit s'accorder, premièrement, sur ce que nous voulons faire du Gabon de demain. Alors, le Parti démocratique gabonais au pouvoir a appelé lors de son congrès qui s'est tenu en décembre dernier, le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, a brigué un 3e mandat à la prochaine élection présidentielle d'août 2023. Quelle lecture feriez-vous si jamais le président sortant accepte finalement de se représenter? Écoutez, la décision d'être candidat à une élection présidentielle est une décision personnelle. Pour ma part, j'ai tendance à penser que 2 mandats successifs, c'est suffisant. Mais naturellement, la Constitution du Gabon lui permet de se présenter. Maintenant, il se présentera aux Gabonais avec son bilan. Et vous savez que son bilan est extrêmement faible, il est très mitigé. Et je pense que dans le cadre de sa future candidature, s'il devait se prononcer dans ce sens, son bilan sera son boulet. Alors, justement, vous, quelle est la particularité de votre candidature? Qu'est-ce que vous proposez finalement aux Gabonais? Écoutez, je propose 3 choses.
la transformation de la gouvernance, la transformation de notre économie et pour finir, la transformation sociale. Alors je pourrais effectivement rentrer dans un peu plus de détails. En ce qui concerne la transparence de la gouvernance, il y a quelque chose qu'on doit absolument briser au Gabon, c'est ce que j'appelle la chaîne de la corruption. Cette chaîne doit être brisée pour permettre effectivement au Gabon d'amorcer un vrai développement. Sur le plan de l'économie, il y a une diversification indispensable. Je veux, dans le cadre de mon mandat, permettre que le Gabon nourrisse les Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, 4% de ce que les Gabonais mangent est produit au Gabon et 96% est importé, dans un pays où le climat est favorable à l'agriculture. Voilà. Et puis, dans le cadre de la transformation sociale, il faut éradiquer la pauvreté. 30% des Gabonais, aujourd'hui, vivent avec moins de $580 par jour. Ça veut dire ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'extrême pauvreté doit être éradiquée et on doit réfléchir à mettre en place certainement une sorte de revenu minimum social, si on peut l'appeler ainsi. On doit permettre aux Gabonais d'accéder aux soins de santé à des prix abordables et puis même gratuitement pour les personnes les plus vulnérables. Alors, il nous reste 2 éléments à aborder. Alors, la date de l'élection présidentielle n'a pas encore été fixée. On parle sans doute du mois d'août, mais la date précise n'a pas encore été clairement annoncée. Est-ce que cela vous inquiète ? Et par ailleurs, est-ce que vous croyez en une tenue d'élection crédible et transparente ? Bon, déjà, ça me dérange qu'à ce jour, que les dates ne soient pas encore publiées. C'est le jeu de cache-cache auquel joue le pouvoir actuel pour pouvoir avoir un effet de surprise, etc. En ce qui concerne la crédibilité du processus électoral, jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas, mais nous travaillons avec tous les autres acteurs politiques majeurs du Gabon pour faire en sorte à ce que cette fois-ci, ce soit différent des autres années. C'est l'objet de notre combat, c'est l'objet de mes multiples voyages, c'est l'objet de ma présence ici en France, où d'ailleurs je travaille avec un avocat, maître Gérald Pandelon, et nous avons effectivement l'intention notamment de réactiver les dossiers au niveau de la Cour pénale internationale, parce que ce qui s'est passé en 2016, où le QG de l'opposant Jean Ping a été bombardé pour permettre le coup d'État électoral, ça ne se reproduira plus jamais dans l'histoire de notre pays. En tout cas, nous ne le permettrons pas. Merci beaucoup Mike Joktan d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le président du parti Gabon Nouveau et candidat à l'élection présidentielle de 2023. Les hommages au Cameroun à Martinez Zogo, retrouvé mort dans des circonstances troubles. Le 22 janvier, le corps mutilé du journaliste camerounais directeur de la radio Amplitude FM a été retrouvé près de la capitale, Yaoundé. Martinez Zogo, qui dénonçait des affaires de corruption impliquant des personnalités de premier plan, était porté disparu depuis le 17 janvier. Une enquête est en cours pour élucider son assassinat qui scandalise et inquiète toute la profession. Séverin Douqueux. Des fleurs, des bougies au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé au Cameroun ce matin du 23 janvier 2023. Pas de signal antenne, les hommes de médias se sont rendus massivement dans l'espace, le temps d'un recueillement pour témoigner de la compassion mais surtout rendre hommage au célèbre journaliste et animateur de la scène médiatique camerounaise, Martinez Zogo. Tôt dans la matinée du dimanche 22 janvier 2023, son corps mutilé a été découvert gisant sur le sol, non loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Sur les visages, on peut lire de la tristesse, mais surtout de la colère pour ceux qu'on considère comme des alertes sur la liberté de la presse au Cameroun. L'autre message que l'on veut passer à travers l'assassinat de Martinez Zogo, c'est d'instiller la peur dans les milieux de la presse et auprès de tous ceux qui pensent que ce pays peut fonctionner différemment. Céder à la peur, c'est jouer le jeu des criminels qui ont assassiné Martinez Zogo. Martinez Zogo était animateur de l'émission radiophonique Embouteillage, dont les sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit à des personnalités d'horizons divers dont la gestion était constamment remise en question.
Parmi son audience, les taximens et leurs passagers qui eux aussi ont pris la pause le temps d'un hommage. Vraiment, c'est une douleur très grande. Ça fait très mal cette histoire-là. De savoir que l'émission embouteillage est finie pour des raisons qui n'ont pas raison d'être. Ça fait mal. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zogo avait été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Le cas Martinez vient à la suite de nombreux autres, dont Jules Koumkoum, Bibi Ngota ou encore Samuel Ouazizi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a assuré que tout est mis en œuvre pour élucider les conditions du drame et traduire devant la justice les auteurs de ce drame odieux. 32 millions de dollars, c'est le montant de la vente par l'Éthiopie de courant au Soudan et à Djibouti. Addis Abeba ambitionne de plus en plus de se positionner comme une puissance énergétique au niveau de la sous-région. Alors ces 32 millions de dollars ont été enregistrés au terme des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire avec un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité fournis aux 2 pays situés dans la Corne de l'Afrique. Les précisions de Mildred Yamou. Les exportations d'électricité vers ses voisins, le Soudan et Djibouti, ont permis à l'Éthiopie de recueillir des recettes de plus de 32 millions de dollars au cours des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire du pays. Les données de la compagnie électrique nationale Ethiopian Electric Power indiquent qu'un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité ont été fournis aux 2 pays au cours de la dite période. Vous savez que d'ici 2035, l'Europe a décidé qu'elle ne financerait plus des projets de développement et d'exploitation d'énergie fossile. Or, l'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Ainsi, l'Éthiopie ne manquera pas de financement pour développer ses capacités hydroélectriques. Si l'Éthiopie a des problèmes avec tous ses voisins, ça peut entraîner une baisse de revenus qui peut menacer même l'exploitation du barrage. Les revenus obtenus par l'Éthiopie grâce à l'exportation d'énergie électrique vers le Soudan et Djibouti ont connu une baisse de 6,2 millions de dollars par rapport aux 95 millions de dollars engrangés au cours de la même période de l'exercice budgétaire précédent. Un recul dû à la baisse de la demande soudanaise causée par les tensions qui existent entre l'Éthiopie et le Soudan depuis 2 ans sur la région frontalière contestée d'Al-Fashaga et sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Toute la question des infrastructures énergétiques devrait être des questions géopolitiques, mais également géostratégiques. Lorsque vous regardez la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Éthiopie, il faudrait bien que le pays devienne un peu plus innovatif. Au lieu de penser qu'on peut exporter le courant de manière brute, ça veut dire sur le réseau, peut-être qu'une bonne manière de faire les choses serait de produire de l'hydrogène localement et être en mesure de le vendre. Et là, le marché est complètement ouvert sur le plan international. Un total de 1700 gigawattheures d'électricité a été exporté de l'Éthiopie vers le Soudan et Djibouti au cours de l'exercice budgétaire éthiopien précédent. Environ 1109 gigawattheures d'électricité d'une valeur de 54,66 millions de dollars auraient été vendues au Soudan, tandis que Djibouti a importé 600 gigawattheures d'énergie électrique pour plus de 40 millions de dollars. A précisé que l'Éthiopie investit actuellement des milliards de dollars dans la construction de son projet de méga barrage dans le but de devenir un hub régional en matière d'énergie. Du sport également dans l'actualité avec l'Open de Paris de karaté. La compétition a fait son grand retour au stade Coubertin. C'était la semaine dernière. La République démocratique du Congo est l'un des pays qui devait prendre part à cette compétition, mais aucun athlète n'a pu se présenter faute de visa. Les explications de José Douglas. Karaté. Pourtant, le karaté ne sera pas au programme des prochains JO, mais la discipline tient à cœur ses pratiquants. Et c'est ainsi que M. Freddy Lacombo a expliqué à la presse les raisons de l'absence des karatékas des Léopards à l'Open de Paris en France du 20 au 22 janvier 2023. Les Léopards du karaté étaient invités pour participer à l'Open. Malheureusement, le ralentissement du traitement des dossiers administratifs n'a pas permis aux athlètes congolais de prendre part à cette compétition. La raison étant plus simple, si les Léopards du karaté de la RDC n'ont pas pu effectuer le déplacement vers Paris, c'est parce que leurs dossiers ont été introduits en retard à l'ambassade de France pour l'obtention des visas. Le président de la Fédération congolaise de karaté a beaucoup regretté cette absence et a confirmé qu'il en était de même lors du dernier championnat du monde cadet et junior à Konya en Turquie, car le traitement des dossiers est à la base de ces absences. La leçon à tirer de cet énième forfait des Léopards de la RDC, de ce sport de combat, est que la mauvaise foi tue. Il faut changer, chers décideurs de l'administration publique. Il faut peut-être imaginer d'organiser des séances de délivrance
pour que les gens reviennent à de bons sentiments. C'est malheureusement une situation que nous subissons. Nous suivons le calendrier de nos instances qui est connu une année à l'avance. Nous déposons les dossiers auprès des autorités pour obtenir ce qu'il faut à temps. Après cette malheureuse déconvenue pour Paris, la Fédération congolaise se dirige vers l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. Élection des membres du bureau fédéral prévue jusqu'à ce jeudi 26 février 2023 et la Fédération compte organiser la deuxième édition de l'Open du pôle Malebo, compétition qui met aux prises les karatékas de deux capitales les plus rapprochées au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, avec l'Angola comme invité spécial. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.